Mais la véritable question aussi, dans les EMI, en tout cas dans le film, c'est quelle est la valeur d'un témoignage et comment ces personnes qui ont été inconscients ou pas, hein, la problématique c'est pas de savoir s'ils étaient morts ou pas, comment ont-ils pu décrire des scènes dans d'autres pièces. Mais il ne faut pas tirer des conclusions tout de suite hâtives de dire ça y est, ça prouve qu'il existe une vie après la mort. Tu vois. Moi j'ai des convictions personnelles, mais alors je m'interdis et puis je m'agrippe à ma démarche parce que je suis une passionnée aussi. J'aime bien analyser, j'aime bien comprendre. Voilà, quand tu veux parler à un scientifique, tu parles avec son langage. Tu parles avec ses mots, tu parles avec ses règles et ses lois. Sonia Barkala, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Messangel. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est essentiel sur notre chaîne, que tu connais très bien. Tu as fait beaucoup de choses dans ce domaine-là, dans le domaine des EMI. Alors je ne vais pas te faire l'offense de demander qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, je vais le dire, et puis les gens se renseigneront pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est les expériences de mort imminente. Donc on va en parler, évidemment, et on va voir dans quelle mesure ça peut changer notre rapport à la vie, parce que c'est aussi un sujet extrêmement clivant. Il y a des gens, évidemment, qui y croient, qui basent leur vie autour de ça, et d'autres qui sont plus sceptiques. Et le dernier docu-fiction que tu as fait, Témoin, qui sort en ce moment en avant-première dans plusieurs salles et bientôt sur plusieurs salles françaises, relate ça. Autant les défenseurs peut-être de ce sujet-là, et puis ceux qui sont un petit peu plus sceptiques sur le sujet. Donc apparemment c'est un regard extrêmement intéressant. On va en reparler évidemment. Alors peut-être avant de commencer, c'est toujours intéressant de voir comment on arrive à travailler dans ce domaine-là, qui est quand même un domaine très particulier. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la vie a fait pour t'amener à t'intéresser à ce sujet-là? Oui, effectivement, il faut remonter à ma plus tendre enfance, où je me posais des questions existentielles, du genre pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Je dirais que la vie m'a, avec du recul, hein, un peu comme le petit poussé, m'avait mis un peu des petits cailloux, des petits signes. Ça, je dis ça avec beaucoup de recul, hein, de signes comme quelque chose de prédestiné. Alors c'est comme le livre que j'ai reçu en cadeau en classe de CM2, qui parlait de la réincarnation. Que deviendrons-nous après la mort? Les mystères de la réincarnation. Je pense que c'était une erreur de cadeau, parce qu'on était en CM2, on avait un essai qui était comme ça. C'était aux éditions Tchou, je crois, un truc comme ça, voilà. Okay. Et c'était en CM2, mais moi, ça me faisait peur. Ça me faisait peur, mais j'avais vu déjà, j'avais parcouru quand même, ça parlait d'EMI, d'OBE, de défunts, enfin... Et puis en CM2, on n'est pas encore très musclé pour... Non, du tout. C'est pour ça que je ne l'ai pas ouvert pendant 20 ans. Voilà. Et puis après, j'ai la mort de mon grand-père. J'avais 11 ans. Par hasard, ma tante me parle d'un bouquin qui s'appelle « La vie après la vie », dont elle a entendu parler dans un stage. Et donc, Raymond Moody, c'est ça, Raymond Moody, oui, un psychiatre américain qui a popularisé en fait ces expériences dans les années 70, 75 exactement, et il est arrivé en 77 en France. Puis moi j'avais 11 ans et j'ai lu ces témoignages qui m'ont, à l'époque, je me souviens, beaucoup apaisé par rapport à la mort de mon grand-père. Puis 14, c'est l'âge où j'ai fait ma première expérience, on va dire, spontanément, où je me suis retrouvée au plafond. Suite à un accident Non, spontanément. Okay, spontanément. Voilà, chambre d'ado, je me retrouve au plafond, je flotte, je vois ma chambre vue de haut, et je suis attirée par la chaîne IFI. La chaîne IFI qui était éteinte, qui était en veille, je le précise. Et moi, je flottais, j'étais comme une boule d'énergie, c'est le sentiment que j'avais, j'étais une boule d'énergie, et plus je m'approchais de la chaîne IFI, plus j'avais le sentiment de créer des interférences. Okay. Comme si on bougeait le bouton d'un tuner d'une chaîne IFI. Plus on avait l'impression de bouger, plus j'entendais défiler à toute vitesse les stations de radio qui défilaient les unes après les autres. J'entendais les animateurs parler, j'entendais les bribes de chansons, et puis je me suis arrêtée sur une chanson de Goldman. Pas toi, elle est pas anodine, parce que je me suis arrêtée parce que c'était une chanson qui me parle beaucoup, c'est la chanson de mon premier amour. Donc je l'ai écoutée du début jusqu'à la fin. Et une fois la chanson achevée, j'ai continué à flotter et je me suis fait cette réflexion, tiens, nous sommes électromagnétiques. Et donc j'en avais parlé à ma meilleure amie de l'époque, au collège, qui s'était un peu payé ma tête, quoi. Et j'avais compris très jeune, en fait, qu'il fallait pas que j'en parle. Voilà. Et puis, l'élément déclencheur, on va dire que c'est ma dépression, l'adolescence, comme beaucoup de jeunes de mon âge à l'époque. Sentiment
sentiment d'avoir du mal à se projeter dans l'avenir, Ok. chagrin d'amour, l'école ça va pas, et puis des questions encore existentielles, et l'envie de se suicider aussi. Voilà. Et c'est plus tard, c'est le film qui est l'adaptation du livre de Raymond Moody, encore une fois, Ok. qui vient dans ma vie par hasard. Je regarde ce film documentaire et puis je me dis, je suis touchée en fait. Je suis touchée et ça suscite ma vocation de devenir réalisatrice. Mais vraiment profondément, vraiment... Alors que c'est un métier que tu connaissais pas forcément, ce que ça voulait dire de faire des documentaires Des documentaires, peut-être... parce que j'étais tombée au collège, en 6e. Ok. Au moment où on nous demande de chercher notre métier et tout, en CDI, j'étais tombée sur un article. Et j'étais tombée sur le métier de réalisateur, qui disait que le rôle du réalisateur, c'était de provoquer des émotions avec l'image et le son. Et ça m'avait marqué. Et ça me parle. Et puis, voilà, quand je suis revenue, quand j'ai regardé ce film documentaire qui m'a touchée, je me suis dit, moi aussi, un jour, je ferai pareil, mais avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique. Okay. Et ça, c'était vraiment très important. Ouais. Voilà. Tu parles beaucoup de hasard. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu n'as pas le sentiment qu'on t'a vraiment mis des choses sur ton chemin? C'est ce que je t'ai dit en introduction même de notre conversation. De petits poussets. De petits cailloux, de prédestination. Avec du recul, j'ai l'impression que j'ai été un peu prédestinée à faire ça. Mais ça, on s'en rend compte pas tout de suite, évidemment. Mais, oui, puis il s'avère que c'est vrai. Il s'avère que c'est vrai. Apparemment, tu t'en sors pas mal. Oui, c'est... Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu avais plus envie de vivre? Enfin, c'est ce que tu me dis, c'est quand même pas rien. Quand on est jeune, c'est quand même pas neutre. Qu'est-ce qui fait que tu as vécu cette transformation et que tu as repris goût à la vie? C'est le métier? C'est les témoignages. C'est la sincérité des témoignages, c'est l'authenticité des témoins, des gens. Et ça me changeait vraiment de ce que j'avais l'habitude de voir ou d'entendre. Ça me sortait de mon quotidien, en gros, si tu veux. Des gens qui parlent d'amour, des gens qui parlent d'humanité, des gens qui disent qu'ils ont changé, qu'ils n'ont plus peur de la mort, et que leur seul objectif, depuis qu'ils ont vécu cette expérience, c'est d'aimer et d'être aimé. C'est vraiment d'être... Leur plus grande motivation, en fait, c'est l'entraide, c'est la solidarité, d'être porté par... d'aider autrui en général. Puis se connecter avec les autres. Avec l'environnement, avec le monde qui nous entoure, la relation avec les autres, etc. Plus respectueux de la nature, plus respectueux de tout ce que tu veux, mais surtout une humanité. Voilà. Une humanité et puis être poussé à aider et à aimer les autres. La plupart des gens qui vivent des EMI, à une certaine époque, même si c'est pas systématique, c'est pas un changement comme les antibiotiques, j'ai envie de dire, mais ils changent beaucoup de métier. Et souvent, ils sont portés pour se rapprocher d'associations humanitaires, caritatives, des ONG. Quelque chose de plus altruiste. Exactement, voilà. Et ça m'a beaucoup touchée, tu vois, de dire, il y a des gens maintenant, leur bonheur, c'est le bonheur des autres, quoi, tu vois. Ce qui est très beau, quoi. Mais oui, parce qu'ils ne courent plus. Voilà, ce qui m'avait beaucoup touchée, c'est que c'est plus la course après l'argent, la possession ou la compétition. Presque celui qui va aimer le plus fort, quoi, le plus... Voilà, et c'est touchant, voilà. C'est une compétition, mais vertueuse, quoi. Vertueux, voilà, c'est ça, on peut dire comme ça. Ouais. Donc, tu réalises des documentaires ou des docu-fictions. Donc, toi, du coup, tu as aussi été témoin d'autres témoins. Est-ce que dans quel état d'esprit tu es quand tu enregistres une séquence qui te touche? Comment tu vis cette captation-là? Comment je la vis ou dire que je la prépare. Je prépare à rien faire, d'ailleurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vraiment capter l'émotion d'un expérienceur ou d'une expérienceuse tout de suite. C'est-à-dire que je ne vais pas préparer l'interview, je ne vais pas lui donner les questions, je ne vais pas la faire parler. Je sais qu'elle a vécu quelque chose, mais si je veux aller plus loin, c'est dans l'interview que je vais découvrir son témoignage. Que tu vas sentir... Parce que ça, je l'ai appris sur le terrain, c'est qu'on ne fait pas parler deux fois, en gros, une expérienceur. On ne lui fait pas répéter ce que c'est que la lumière, quand il a vécu la lumière. Il va pleurer une fois, pas deux. Tu vois, il va être ému. Donc c'est important pour toi de la spontanéité. Puis de trouver des gens qui n'ont pas encore raconté, si c'est je ça, comprends bien. La plupart du temps, peu, c'est ça.
C'est que je veux pas faire du réchauffé, je veux pas... Même si à chaque fois, tu sais, il y a toujours des témoignages qui nous touchent. Bien sûr, ouais. Même qui on a beau le raconter 40 fois, ils vont nous toucher de la même manière. Hein. En tout cas, dans le film, et en général, quand je veux faire des reportages, que je veux mettre en avant des témoignages, c'est comme ça que je procède. Voilà. Et du coup, comment les gens qui témoignent vivent cette expérience de savoir qu'on est en train de capter leur histoire, que ça va être montré à tout un tas de gens? Qu'est-ce que c'est quelque chose de profond, de puissant pour eux d'enfin sortir ça d'eux ou... Ah, mais ils sont ravis et ils me remercient. Proposer cet espace où ils vont se confier, où ils vont partager. Et c'est vraiment un moment très important pour eux. Voilà. Non, c'est toujours de beaux souvenirs. Hein. Est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui a évolué dans la société, que les gens peuvent de plus en plus parler de ça par rapport, j'imagine, je pense au livre de Patrice Van Hersel dans les années 80 où on sent qu'on était un peu au tout début de la prise de parole sur ces sujets-là. Est-ce que tu penses quand même que les gens en parlent un peu plus facilement, qu'on les prend un peu moins pour des fous? Absolument, absolument. Patrice Van Hersel, d'ailleurs, c'est un auteur, c'est celui qui m'a donné envie d'enquêter, qui m'a donné le goût d'enquêter. Autant Moody, ça a été un révélateur, Patrice Van Hersel, c'est celui qui m'a vraiment donné le goût... Oui, c'est un enquêteur, c'est un journaliste. C'est un journaliste que je salue et qui m'a vraiment motivé, qui m'a vraiment inspiré. Voilà, Patrice Van Hersel, c'est une personne inspirante. La Source Noire, elle a inspiré des chercheurs. Voilà, des chercheurs. Toute une génération de chercheurs d'ailleurs. Oui, voilà. puis c'est très factuel comme ouvrage. Ah non, c'est très inspirant et en même temps, c'est très étayé. Quoi. Ah voilà, La Source Noire, c'est le livre l'essentiel, quoi, la référence. C'est vrai, c'est la source justement. Exactement. Sur l'évolution des mœurs, sur l'accueil des familles ou des proches, sur ces questionnements-là. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a 20 ans, 25 ans, on nous disait, et c'est vrai, hein, les gens, avant d'en parler, certains ils allaient attendre 10, 20, 30, et des fois ils l'emportaient sur la tombe avec eux, tu vois. Là, ils vivent une EMI le dimanche, le mardi, ils viennent te la confier. Ils se confient plus facilement, plus rapidement. Est-ce que c'est le fait qu'il y a beaucoup plus d'émissions, YouTube, tu vois, des réseaux sociaux qui en parlent plus, qui partagent plus de témoignages? J'en sais rien, mais ils ont plus de facilité en tout cas à se confier et à partager. Est-ce que tu sais si dans les hôpitaux, le personnel de santé est un petit peu sensibilisé sur accueillir cette parole-là de patients, ou c'est encore un peu compliqué? Moi, je peux te parler en tout cas que du CHU de Strasbourg. Bon, la Timone, ils sont très pionniers. Hein. Premier médecin à avoir fait des tests de médecine. C'est à la Timone que ça s'est passé. Et puis, je sais que Faux Départ, par exemple, mon premier film documentaire, est utilisé depuis une dizaine d'années au CHU de Strasbourg dans le cadre de la formation de stage pour les internes en médecine. Ils montrent le film, c'est sur la base du volontariat. Important de le préciser. Puis après, il y a des débriefings qui sont faits avec le docteur Marie-Pierre Douchet, qui est une cardiologue. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai assisté une fois à un débriefing, c'était super intéressant, quoi. Et ce qui est beau, c'est que, bon, tu vois, ça fait une dizaine d'années. Bon, maintenant, ces internes de l'époque sont aujourd'hui médecins. Je me dis que, voilà, allez, il y a eu certainement, parmi leurs patients, des gens qui ont vécu une EMI. Oui, je suis fier de dire que, certainement, peut-être que grâce à Faux Départ, le médecin, il a eu peut-être une autre posture. Un nouvel éclairage, en tout cas, sur... à donner à son patient une écoute. Accueillir, en tout cas. Accueillir, voilà. Il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas d'interprétation. Apprendre à accueillir, à écouter. Et on sait que ça fait déjà la moitié du travail, quoi, tu vois. Oui, c'est beaucoup. Depuis que tu as rencontré plusieurs centaines de témoins, j'imagine, qui ont vécu cet ailleurs qui a l'air d'être incroyable, quelle influence ça a eu sur ta vie, à toi, au quotidien? Sur moi, à différents niveaux. Déjà, j'ai envie de dire que je suis plus sensible à partager mes émotions, à dire aux gens que je les aime. Voilà, ma famille, mes amis, surtout mes amis, tu vois, ou des gens que je connais, de partager. Voilà, ça c'est important. Déjà, je fais un métier que j'aime.
Oui, c'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà pas mal, tu vois, même si à côté, bon, ben, j'ai mis un peu de côté ma vie perso, parce que je suis une passionnée et que ben, ma passion m'a un peu consommée par rapport à ça. Mais voilà, c'est des choix, je les assume aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais les EMI, c'est ma vie. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, ben, oui, ça m'a donné notre vision, on va dire, de la mort. Ça m'a certainement apaisé des phobies. Non, mais c'est déjà puissant, ouais. Ouais. C'est déjà incroyable. Je voudrais justement qu'on parle de la peur. Je voudrais qu'on fasse un sujet justement sur ces témoins qui n'ont plus peur de la mort. Alors peut-être une première question. Donc tu as de nombreuses personnes qui t'ont raconté leurs expériences de mort imminente. Quelles sont les choses qui te touchent le plus lorsqu'elles témoignent? Est-ce que c'est une intensité particulière, un regard? Est-ce que tu sens que c'est des gens qui sont habités par quelque chose que tu rencontres nulle part ailleurs, en fait? C'est l'émotion, ouais. C'est leur sincérité, la manière dont ils parlent, la manière que tu peux lire dans leurs yeux, tu vois, à quel point ils ont été touchés en tant qu'humains, en tant qu'être humain, et te le transmettent. Je crois que c'est leur capacité à te transmettre l'émotion et ce qu'ils ont vécu. Et puis une émotion qui est certainement plus grand qu'eux, et ça les a transcendés, ça les a... Parce qu'en fait, c'est quand même pas rien. Enfin, c'est vrai que pour celles et ceux qui nous regardent, c'est vrai qu'on ne se rend même pas compte à quel point c'est dingue, en fait, de vivre ça, en fait. Ouais, non, c'est clair. C'est toujours assez impressionnant. Tu as beau écouter 1, 10, 20, 100 témoignages, tu ne peux pas rester insensible, indifférent à leur témoignage, à la manière dont ils ont été transformés au plus profond d'eux-mêmes, quoi. Est-ce que selon que les gens, ils avaient, avant de vivre ces expériences-là, peut-être des croyances ou des religions, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont... qui repasse par le prisme de cette culture-là, ou alors ça bouleverse complètement même leur façon de penser ou de vivre leur foi, par exemple? Alors, je dirais qu'il ne faut pas faire des généralités. Ça, c'est un truc que, tu vois, les EMI, ça t'apprend aussi à dire, ben, tu sais rien. Ouais. Tu vois, personne ne détient la vérité. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Tu crois savoir, mais en fait, tu ne sais rien du tout. Et pour tous ces questions de culture, etc., ben, chaque individu est différent et chaque individu va le vivre différemment. Et n'importe quelle culture, de n'importe quel statut social, tu vois, donc... Est-ce que c'est difficile pour les gens, justement, de ne pas se laisser influencer par leur culture initiale? Parce que j'ai l'impression que cette expérience-là, c'est un aller puis un retour. Donc en fait, tu as vraiment qu'un aller où tu vis quelque chose de transcendant, d'incroyable, de lumineux, etc. Mais quand tu reviens, il va falloir que, justement, pour témoigner, est-ce que ça repasse pas, on va dire, par le prisme de leur culture? Enfin, moi, j'avais lu pas mal de choses où les gens qui étaient bouddhistes, quand ils revenaient, ils avaient vu Bouddha. Quand ils étaient catholiques, quand ils revenaient, ils avaient vu Jésus, tu vois. Il y avait vraiment cette influence-là sur le retour, on va dire. Oui et non, c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas rester bloqué sur des généralités. On va te dire, la plupart du temps, c'est ça. Ils sont influencés par leur culture. D'autres vont voir des portes, d'autres vont voir des tunnels, des paradis. Et en fonction de leur culture, ça peut, on sait que ça peut varier. Et en même temps, tu as toujours des exceptions qui confirment la règle. Tu vois, moi, j'ai vu des catholiques devenir musulmans, des musulmans devenir catholiques ou athées ou agnostiques, tout ce que tu veux. Oui, tu as des passerelles qui se créent. Il y a de tout. En fait, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une tendance. Chaque individu est différent. Chaque individu intègre cette expérience à leur manière et selon ce qu'ils ont vécu dans leur vie, en fait. Donc, il n'y a pas de... Oui, tu n'as pas de vérité absolue. Il n'y a pas de process, il n'y a pas de profit. Enfin, il n'y a rien, quoi. C'est rien. Alors, peut-être une question un peu plus personnelle. Moi, je trouve ça plutôt fascinant d'imaginer quelle pourrait être la vie d'après, sous quelle forme, et pourquoi la vie, finalement, devrait continuer sous une autre forme. Est-ce que toi, tu imagines cette vie d'après Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'imaginer cette vie d'après, mais je m'oblige quand même à rester plutôt sur Terre, les pieds sur Terre, parce que le plus important, vu le passage, le temps que nous avons sur cette vie, eh bien, il vaut mieux le focaliser à en profiter. Profiter de l'instant présent, profiter des gens qui sont autour de nous, et me dire que cette vie d'après, on aura peut-être toute l'éternité pour la découvrir, et que chaque chose en son temps. Mais bien sûr que
Je me suis déjà posé plusieurs fois la question de dire comment ça doit être là-bas, etc. Je pense vraiment que le plus important, c'est qu'est-ce que cette expérience, ou ces gens, quel est le message. La plupart du temps, c'est ça, ils reviennent avec un message pour nous apprendre à mieux vivre maintenant, ici. Donc, je crois que pour moi, le message, il est clair, quoi. Dans ton film, tu donnes aussi la parole aux personnes qui sont sceptiques, et c'est génial. En quoi c'est compliqué pour un sceptique? C'est quoi les principaux freins quand, c'est déjà quand on te dit déjà, c'est de savoir quel est l'objectif. Parce que quand tu travailles sur les EMI, est-ce qu'il y a différents objectifs pour chacun des chercheurs? Tu en as qui veulent prouver qu'il existe une vie après la mort, puis d'autres, c'est pas ça. Il y en a certains qui veulent montrer que peut-être, ils veulent savoir si oui ou non la conscience, elle peut fonctionner indépendamment du cerveau. Et c'est pas pareil. Oui, bien sûr. Ouais. Tu vois, donc, oui, c'est pas les mêmes champs de recherche. C'est pas les mêmes champs de recherche, et il y a des amalgames qui sont systématiquement faits, et c'est là le problème. Et c'est ça qui, en fait, ont repoussé un peu communauté de sceptiques, tu vois, de scientifiques qui pensent que si on admet que les personnes ont véritablement eu des perceptions vérifiées pendant qu'ils étaient inconscients, alors ça voudra prouver qu'il existe une vie après la mort. Pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas tout mélanger. Oui. Oui, ça peut être un chemin vers quelque chose, mais ça ne prouve pas. Exactement, c'est juste, on va montrer que le corps humain a encore des capacités insoupçonnées, on ne sait pas, des facultés. Le corps puis la matière. Oui, mais bien sûr, la conscience, on va en savoir plus sur la conscience, sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau, de la conscience, tout ce que tu veux, mais il ne faut pas tirer des conclusions tout de suite hâtives de dire, ça y est, ça prouve qu'il existe une vie après la mort, tu vois. Moi, j'ai mes convictions personnelles, mais alors je m'interdis et puis je m'agrippe à ma démarche, et parce que je suis une passionnée aussi. J'aime bien analyser, j'aime bien comprendre. Et voilà, quand tu veux parler à un scientifique, tu parles avec son langage. Oui. Tu parles avec ses mots, tu parles avec ses règles et ses lois. Oui, puis ce qui est nourrissant finalement, c'est que c'est des belles questions en fait. C'est des questions qui sont puissantes, quoi. Exactement. Et puis, depuis que je bosse sur les EMI, tu sais, je suis entouré de scientifiques, mais que ce soit des neuroscientifiques, des mathématiciens, des physiciens, de tout, dans la médecine ou dans la science, quoi. Et la rigueur, ils connaissent. Et donc, j'ai appris avec eux, j'ai beaucoup appris, je leur en remercie beaucoup parce que tu deviens plus rigoureuse, tu deviens plus attentive, tu deviens plus à l'écoute, c'est de tout analyser, de voir un peu, d'éliminer tous les biais humains. Et puis ça sert, parce qu'après, quand tu es en face de gens qui ont fait ça pendant toute leur vie, de démonter des concepts, des trucs comme ça, des trucs un peu luberlus des fois. Tu es en face de gens qui savent comment ça fonctionne et tu sais comment ils fonctionnent aussi. Donc tu joues les règles du jeu et tout se passe bien. Et c'est des gens qui t'apprennent en fait. Oui, bien sûr. Ouais. J'ai vu des témoignages justement de scientifiques qui ont vécu des EMI. Est-ce que ça n'a pas été l'un des points, on va dire, fondateurs de ce changement de regard sur la question? Parce qu'il y a vraiment des gens qui étaient des scientifiques purs et durs, qui ont vécu quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à expliquer avec leurs connaissances. Est-ce que c'est ce genre d'événements qui ont commencé à ouvrir un petit peu, les portes un peu plus grandes, quoi? Oui, ça fait certainement partie de ces témoignages qui bouleversent. J'avais beaucoup entendu parler de médecins qui disaient moi je n'y croyais pas jusqu'au jour où un confrère que je considère comme sérieux a vécu cette expérience et m'a raconté une histoire de ce type. Et là je me dis non, c'est pas le genre à me raconter des hurluberlus, quoi, tu vois, et voilà. Ou alors la personne elle-même vit une expérience. Oui, c'est ça, oui. D'où mon livre. Et si cela vous arrive, est-ce qu'il faut attendre que cela arrive pour changer de regard sur ces phénomènes? C'est la question qu'on pose. Mais la véritable question aussi, dans les EMI, en tout cas dans le film, c'est quelle est la valeur d'un témoignage? Et est-ce que comment ces personnes qui ont été inconscients ou pas, la problématique, c'est pas de savoir s'ils étaient morts ou pas, mais surtout comment ont-ils pu décrire des scènes dans d'autres pièces, à distance. La vision à distance, tout simplement. Oui, parce que souvent, quand on parle de ça, il y a beaucoup de gens
qui décrivent des phénomènes potentiellement hallucinatoires. Mm, mm. Mais c'est vrai qu'il y a justement des récits où qu'on a cette décorporation hors de la pièce à aller voir des choses qui se passaient même des fois à plusieurs kilomètres, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est très troublant. On est presque obligé de dire, bon là, je ne comprends plus. En fait, ça dépasse ce que je pense savoir sur la science, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est une problématique. Oui. Maintenant, il y a des scientifiques qui s'y penchent. Et j'ai été très surprise de savoir que même en France, il y a des centres hospitaliers qui ont quand même essayé de creuser, quoi, tu vois. Ouais. Donc, et ça m'a beaucoup fait... Ça m'a agréablement surpris. Voilà. Agréablement surpris de voir que ça interpelle quand même. Alors même si le témoignage n'a pas de valeur scientifique, quelque part, il titille quand même. Et c'est ça le plus important. C'est parce que c'est ce genre de témoignage que moi, qu'on appelle ça corroboré, tu vois, confirmé par une tierce personne, qui va apporter de la crédibilité, du poids, alors que pendant 20, 30, 40 ans, on ne les avait pas, ces témoignages corroborés. On les avait... Tu vois, je me suis intéressée plus à des témoignages corroborés, mais dans une autre pièce. Parce que ce qu'on avait jusqu'à présent, c'était les gens qui étaient opérés, voilà, et qui voyaient le personnel s'affairer autour d'eux, etc., du plafond, ils voyaient la salle d'opération. Et on a eu des médecins qui disent, oui, effectivement, il s'est passé ça, alors que le tracé il était plat, etc. Oui, mais ils vont te dire... oui, ça peut être parce qu'ils entendaient encore ils un peu, ils ont recréé, exactement, voilà, c'est ça. Alors, ça. quant à ces arguments-là de sceptiques... qui ne sont pas bêtes, quoi. Enfin, c'est pas bête du tout. Eh ben, qu'est-ce que tu vas prendre ? Tu vas prendre des choses un peu plus... des témoignages qui ne se passent pas dans la salle d'opération, mais dans une autre pièce. Voilà ça, c'est vraiment troublant. Mais voilà pourquoi ces sceptiques, ces gens qui connaissent le dossier EMI, je les ai sélectionnés en fonction de leur expérience, ils sont importants. Et on ne peut pas les éclipser comme ça. Ces gens-là, ils ont travaillé pendant 20, 30 ans et ils ont des choses à nous apprendre. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de vraiment travailler avec les pour, les contre, et puis de travailler ensemble et de construire quelque chose. Parce que, en gros, la démarche, c'est quoi ? J'arrive avec des cas super forts, des aveugles de naissance, par exemple, tu vois. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Puis qui décrivent des choses. Des choses. Okay. Alors, j'arrive, puis je leur dis, bon ben voilà, tu sais, c'est une véritable enquête policière, hein. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce cas ? Ah, c'est troublant, ouais. Oui, mais quand même, comment vous pouvez m'expliquer ça ? Ok, c'est comme le sourd. Alors, un aveugle peut voir, etc. De naissance, il n'a jamais vu. Ouais, ça, c'est des questions qu'on a. Voilà, les questions que je me pose, c'est les mêmes questions que se pose le public. Tu vois, bien sûr. Et pareil pour le sourd, parce qu'on me dit, oui, mais vous savez, la personne, elle a pu entendre. Très bien. Alors si je vous mets face à un témoignage de sourd, comment vous allez réagir ? Et ainsi de suite. Et tout le long du film, c'est ça. Jusqu'à ce qu'à un moment, on arrive à un point de non-retour et que, en gros, je leur dis, bon, ben voilà, vous avez toujours des arguments. Maintenant, on va retourner à la question. Maintenant, c'est moi je vous pose une question. C'est quoi pour vous la preuve idéale ? C'est quoi pour vous le témoignage idéal ? Oui, de toute façon, c'est la même chose que d'essayer de prouver que des choses existent ou n'existent pas. Finalement, c'est le même problème. Tu peux le prendre dans l'autre sens. En fait, c'est vrai que là, qu'on essaye finalement de toujours prouver qu'il n'y a rien après la mort ou après la vie. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui est le plus juste. Et par contre, la question pourrait être très bien le contraire. Ça pourrait être pourquoi on n'essaye pas de prouver. Enfin, on pourrait partir du postulat qu'il y a quelque chose après. Et il faudrait prouver qu'il n'y a rien, en fait, tu vois. Et finalement, les deux seraient valables, en fait, tu vois. Pourquoi on a choisi l'un plutôt que l'autre, quoi, tu vois. C'est intéressant. C'est vrai. Mais bon, je pense que d'un côté, on a une définition de la mort. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de communication, honnêtement. La mort, par définition, c'est un état irréversible. Mais de quelle mort parle-t-on ? Oui, c'est ça, oui. Rien que ça, oui. Rien que ça. La mort clinique, tout ça. La mort clinique, la mort cérébrale, la mort physique. On parle de la mort physique. On sait que, oui, la mort physique, elle existe. Et puis après, voilà, mais est-ce qu'on parle de la mort de la conscience ? Et là, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qu'on en sait, quoi ? Même s'il y a des témoignages, même si c'est... Est-ce que la science peut répondre ? Frustrant, quoi. Mais oui, mais en même temps, on ne peut pas donner tous les pleins pouvoirs à la science. Parce que la science, elle fonctionne avec des lois, elle fonctionne avec une démarche, et elle ne peut pas répondre à toutes les questions. Non, puis même la science, je pense à la physique quantique, se heurte à une réalité qui est très compliquée, même pour le grand public, à appréhender. Entre la différence entre les ondes et les particules,
bon, bah, quand on commence à s'intéresser à ça, qu'un atome, etc., qui peut être autant qu'un instant plutôt de l'onde et plutôt ou de la particule, que les deux états peuvent exister, c'est extrêmement troublant, quoi. Donc en fait, bah, je pense qu'il y a vraiment le côté que peut-être qu'on pose rarement les bonnes questions, tu vois, de dire qu'en essayant de travailler sur ces sujets, on essaye de savoir s'il n'y a qu'une vie après la mort, alors qu'on peut déjà essayer juste d'avancer un petit peu, en fait, tu vois. Oui, mais en même temps, déjà c'est compliqué déjà de sensibiliser le grand public. Au départ, je parlais de la physique quantique et on m'a bien fait comprendre. C'était trop. Que c'était pas inactif. J'étais pas légitime. Avant tout le reste, j'étais pas légitime pour parler de ça. Même si dans mon film, je parlais juste des parallèles qui étaient faits entre les récits de EMI et en fait les propriétés de photons, tout comme ça, tu vois, de la physique quantique. Et là, j'ai compris qu'il fallait plus que j'en parle. Ok, ça me pose pas de problème. Puis je l'ai vu, hein, j'ai voulu insister, et puis j'ai compris que je perdais beaucoup de gens finalement quand on parle de ces thématiques-là. Chaque chose a son temps. Non, mais c'est intéressant en fait de voir jusqu'où toi t'es allé. Il y a des choses sur il lesquelles il faut faire machine arrière. Non, mais au départ, voilà, c'était quelque chose de très complet, tu vois. Voilà. Après, j'ai compris qu'il faut, il faut rester accessible. Voilà, il faut rester accessible et des fois, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, je pense qu'il faut aller petit à petit. Est-ce que ce documentaire, justement, c'est vraiment un bon moyen pour celles et ceux qui se posent des questions de commencer à s'intéresser à ce sujet? Qu'est-ce que ça reste pour toi? Oui, surtout avec une manière très, très policière et tout. Et puis, vraiment des questions essentielles, quoi. Voilà, on se pose des questions, voilà. Je n'impose rien, parce que c'est vraiment une démarche et un objectif de ce film. C'est que les gens puissent se faire leur propre opinion avec les éléments de ceux qui sont pour et contre. Et après, on avance. Mais il faut revenir vraiment à des objectifs essentiels. Ouais. Est-ce que toi, du coup, on a commencé à en parler un petit peu, mais est-ce que quelquefois ça te questionne un petit peu sur ce qu'on fait sur Terre, en fait, quoi? Ce serait quoi le projet Avant même les EMI, je me posais des questions. Tu posais ces questions-là. Non, j'avais déjà ces questions. J'ai pas eu besoin des EMI pour ça. Est-ce que tu as quelques éléments de réponse en tout cas, avec une version, toi, qui aujourd'hui te convient à un instant T? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre, d'après toi? Ce serait quoi le projet de... On réalise un dessin, je crois. Tu vois, son dessin, bien sûr, mais je crois qu'on est là pour réaliser des choses, pour apprendre, pour grandir, je sais pas, mais pour évoluer. Je pense c'est une vie d'expérience d'abord. Voilà, et on doit tirer des leçons. Et si on les apprend pas bien, on recommence, quoi. Oui, on se reprend une baffe. On se reprend et puis jusqu'à ce qu'on comprenne, tu vois. Est-ce que toi, peut-être pour illustrer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, est-ce que tu as une histoire, on va dire, qui encore aujourd'hui, quand tu en parles, te touche, un témoignage qui est vraiment qui est bouleversant quand tu l'as reçu ou quand on te l'a raconté? Enfin, j'imagine qu'ils le sont un peu tous, mais... Ouais, ils ont tous leur... En fait, ça dépend... Enfin, je l'ai vu dans les avant-premières. Hein. Des fois, on s'amuse à dire c'est quel est le témoignage qui vous a le plus touché ou quelle scène Et puis, en fait, t'as un témoignage qui revient le plus souvent. Mais après, non, t'as des gens, c'est en fonction de leur histoire. Qu'est-ce qui résonne le plus, etc. Et en fonction de leur âge, ça va être un témoignage. Ou en fonction de leur situation ou du contexte similaire qu'ils ont vécu, ça va être d'autres témoignages, tu vois. Et c'est ça qui est beau. C'est que un film, il peut parler à tout le monde. La même histoire peut parler différemment. Est-ce que quand tu es une personne qui a plutôt peur de la mort, est-ce que s'intéresser aux EMI, c'est intéressant pour faire un chemin? Ah oui, absolument. Alors là, je suis la preuve vivante que les EMI, et d'ailleurs le professeur Kenneth Ring, c'est un psychosociologue américain, il parlait de contagion bénigne des EMI en disant parlez des EMI, lisez sur les EMI, ça va vous faire du bien quand même, quoi, d'écouter, et ça va être thérapeutique, etc. Et c'est vrai. Oui, ça ne veut pas dire forcément d'adhérer à tout ce qu'on va te dire, mais qu'en tout cas, ça provoque quelque chose de positif. Alors, c'est vrai que nous, qu'on parle beaucoup sur Messenger de transmission, donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'un petit peu qu'un début peut-être de nos vies, c'est d'apprendre des choses et de les transmettre. Moi, j'ai un peu qu'une certitude, c'est qu'il y ait une vie ou pas, finalement,
après la mort, comme tu disais, on a quand même quelque chose de positif à essayer de faire sur Terre. Dans mon Messenger, j'ai prévu des messages, tu vois, en vidéo pour permettre à mes proches d'avancer sans moi si demain je devais mourir. Donc c'est un des gros sujets qu'on traite sur Messenger. Est-ce que toi, cette possibilité de laisser un tel message, avec la vision que tu as du monde, qu'est-ce que ça t'évoque, en tout cas, cette nouvelle possibilité de prévoir un petit peu et d'anticiper ce temps-là, qui va être un temps qui n'est pas simple pour nos proches, quelles que soient nos croyances d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de cette possibilité-là, en fait? Je trouve que c'est touchant et quand on se projette un peu, je me dis que c'est quelque chose de très fort, presque d'essentiel. D'avoir cette chance de s'adresser à ses proches et de leur dire à quel point on les a aimés et qu'ils occuperont toujours une grande place dans notre cœur, hein, qu'importe où on continue après. Et je trouve que que c'est vraiment un truc essentiel, ouais, primordial, ce que tu veux, mais je trouve ça touchant et émouvant. Ouais. Oui, parce que nous, c'est vrai qu'on a, en tout cas dans les guides de Messenger, c'est vrai on aide les gens aussi à savoir comment commencer un message. C'est pas si simple, quoi, tu vois. C'est déjà tout un travail à faire sur soi-même, de réfléchir à la vision de notre propre finitude et qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui restent, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment... Aujourd'hui, on est nous, ouais, justement, comme tu dis très bien, on est très touchés par les gens qui nous disent, sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas. Enfin, on a plein de gens qui nous disent, ah là, mais j'aurais adoré que ma mère, que mon grand-père ait pu faire ce message-là que j'ai encore aujourd'hui, parce que ça m'a manqué de ne pas savoir. Peut-être un je t'aime, peut-être un encouragement à vivre ma vie, etc. Est-ce que toi, sans dévoiler, bon après, tu n'as peut-être pas le temps d'y réfléchir, mais sans dévoiler ce que tu dirais, qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être à quelqu'un en particulier qui serait vraiment puissant si demain tu n'étais plus là? Oh, c'est pas une personne, hein. Je pense que ça serait vraiment beaucoup de personnes, surtout les gens qui m'ont accompagné dans ce que j'ai pu faire. Non, de les remercier, de leur dire que je les aime. Et tu vois, oui, que ce soit ma famille, ma mère, mes frères, ma soeur, ou mes amis proches, tu vois, je crois que c'est la chose la plus importante qu'on doit dire dans la vie et qui est le plus important, c'est de leur dire qu'on les aime, quoi. Je crois que il y a des périodes dans la vie où on attend ce genre de truc, tu vois. C'est un peu dur pour... On attend ce mot simple qui a besoin de se sentir aimé par moment. On a besoin de sentir qu'on est aimé, qu'on aime et je crois que le plus important, c'est ça, ouais. Est-ce que dans tous les témoignages que tu as, du coup, là, de spectateurs, tu ressens justement, alors peut-être pas un amour directement pour toi, mais peut-être pour ton travail. Ouais. Est-ce que à quel point ça te remplit, ça? À quel point? Je crois que tellement que ça me comble, je souhaite ce bonheur à tout le monde. Tu vois, c'est quelque chose qui te porte. Qu'est-ce que ça fait du bien quand les gens s'aiment? Quand les gens sont solidaires. Je le vois là, tu vois, ça me touche énormément. Parce qu'il y a une solidarité. C'est porté, c'est pas moi, c'est le film, tu vois, c'est la cause qui est portée par des centaines, des milliers de personnes. Et ça me touche. Tu vois, ça me touche parce que, encore une fois, par des œuvres, par des actions comme ça, on arrive à fédérer un certain nombre de personnes, je dirais pour le même objectif, celui d'aimer. C'est au fond... Lorsque les gens recommandent un film, lorsque les gens ils recommandent une chanson, un film, un livre, tout ce que tu veux, il y a toujours une bonne intention derrière. Et ça m'avait toujours marqué depuis 20-25 ans que je fais ça. C'est un cadeau qu'on a envie de faire aux autres parce qu'on a été ému soi-même. On est ému même pour... je l'ai vu surtout par des personnes qui ont perdu des proches, tu vois. Donc ils n'ont jamais hésité à offrir des livres, des films, recommander des trucs. Les gens, que je vois, hein, c'est que les gens ils ont une bonne intention au départ, quoi, tu vois. Les gens sont bons. Oui, je suis d'accord avec ça. Tu vois, ils sont bons. Tu vois, ils ont de la lumière en eux. Ils ont beaucoup de lumière en eux. Ouais, je suis d'accord. Et voilà, après, T'as des parcours de vie qui font que... Voilà, mais sinon, au départ, l'être humain, il est bon, quoi. Il veut aider. Ouais, tu le vois, là, ce qui s'est passé à Valence, qui est une catastrophe. Les images de milliers de personnes qui viennent avec des vivres, avec des râteaux, tout ça. Enfin, c'est beau, en fait, tu vois.
c'est l'humanité. Tu sens que... Voilà, c'est l'humanité qu'on aimerait voir plus souvent. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'il faut attendre des crises... comme toujours. Ouais. C'est vrai qu'on est vraiment dans une période où on sent que c'est compliqué pour les gens d'avoir le moral. On voit qu'il y a une consommation, même en France, des anxiolytiques qui n'a jamais été aussi haute. Moi, c'est un peu ce qu'on voit à force de parler sur Messenger, c'est que finalement, plus on parle de la mort et de tout ce qui gravite autour, et plus on rayonne quelque chose d'extrêmement vivant, plein d'amour et positif. C'est vraiment le paradoxe de côtoyer la mort de près, en fait. Et en même temps, j'ai envie de te dire que toute la symbolique des EMI, voir la lumière au bout du tunnel, c'est ça. Et j'ai envie de te dire que c'est dans notre vie au quotidien, même si c'est dans d'autres domaines. Regarde, tu viens de me parler des inondations et de l'humanité qui peut exister. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Ben voilà, mais toute notre vie, c'est ça. C'est la lumière, elle ne peut exister que dans l'obscurité. On peut la voir, elle y est, mais on peut la voir que quand on est dans l'obscurité. Et ça, c'est fort. Oui, tu vois. Ouais. Sinon, on est inondé par la lumière. Ben, sinon, on ne la voit pas. On la voit pas. Et c'est pour ça que, si tu regardes bien, que ce soit pour tout, même les sceptiques, tu vois, on n'est plus dans une dualité. Et je crois qu'il faut accepter de ne pas faire des généralités et de dire les deux existent. Oui, puis j'aime bien cette notion de sceptique. En fait, pour moi, je ne le vois pas non plus comme quelque chose de trop clivant. C'est des gens qui doutent, mais ce qui est normal qu'au final. Bah oui, et ça nous préserve pas de grandir et de travailler ensemble. On n'est plus dans le ou, voilà, c'est vraiment le et on a besoin de tout le monde. Est-ce que tu as d'autres sujets sur lesquels tu... Je voudrais parler des mamans lumineuses. Ah ouais, très bien. Oui. Je les ai rencontrées. Ouais. Tu vois, je suis marraine d'une association qui me tient particulièrement à cœur. C'est les mamans lumineuses et les papas aussi. Ouais. Et ça a changé tout. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que cette association, elle a tout changé chez moi. Ok. Ouais, elle a changé mes projets. Depuis que je les connais... Est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est? Alors, c'est une association d'accompagnement au deuil. Au départ, c'est sur les enfants, des parents qui ont perdu des enfants. Et donc, j'ai pris connaissance de cette association il y a 3 ans, en 2021. Oui, c'est 3 mamans qui ne se connaissaient pas, je crois, ça, qui ont perdu un enfant, qui ont connu la galère de devoir trouver des ressources, on va dire, aussi pour avancer, et trouvant pas ce qu'elles auraient aimé trouver, qu'elles ont fondé cette association qui vient en aide au départ aux mamans, puis qui est devenue aussi les mamans, les papas aussi. Les papas aussi, mais parce que c'est une association. Bon, il en existe des associations, tu as le Point Rose, tu as des tas d'associations qui, grâce à des parents deuilleux, qui sont nés, heureusement. Alors, elles ont une particularité, c'est qu'elles ont monté des groupes de parole pour les frères et sœurs, elles ont dressé toutes les couacs qui peuvent exister dans un parcours de deuil. Ouais, elles ont cartographié. Exactement, tout ce qui est des démarches administratives, etc., des trucs invraisemblables. Mais surtout, elles portent le projet Axel. Et le projet Axel, je sais pas, j'ai le sentiment que ça va aller loin, cette histoire. Et que, comme beaucoup de... C'est magnifique, comme beaucoup de combats qui sont nés de drames, voilà, c'est comme si il y a des gens, ils étaient un peu presque destinés à mourir pour améliorer la vie de millions d'autres. Oui, pour la transcender, Pour la transcender, pour des résiliences incroyables. Et moi, depuis le départ, c'est ce que j'ai perçu. C'est triste de dire ça quelque part. Et en même temps, leur courage, j'ai beaucoup d'admiration pour elles. Je les aime. Voilà. J'aime ces cofondatrices, ces coprésidentes, ces adhérentes, ces ambassadrices, et puis j'aime cette association. Voilà, donc je m'investis, je souhaite m'investir davantage. Et des projets, quand je te dis qu'elles ont tout bouleversé, c'est que j'ai des projets de films donc liés à ça. Ça t'a fait changer de cap à un moment ça donné. Ça m'a fait changer de cap, complètement. Et je ne le regrette pas. Et je suis même très excitée à l'idée de repartir en tournage et repartir dans cette aventure, de rencontrer c'est vraiment ce qui est beau. Mais c'est ça. C'est les rencontres. Et puis, nous, sur Messenger, toutes les personnes quasiment qu'on interviewe,
ont vécu quelque chose de dramatique. C'est mon cas aussi sur la naissance de Messangel. Et en fait, ce qui est fou, c'est avec évidemment beaucoup de recul et plein de guillemets, mais il y a vraiment ce côté qu'on a réussi à transcender quelque chose de très difficile. J'aime vraiment pas dire ça, mais je trouve pas ça, je sais pas quoi dire d'autre, mais qui était nécessaire en fait. Il a fallu qu'on nous impose ça sur notre route parce qu'on avait quelque chose à transcender en fait. C'est ça. Et c'est vrai que c'est très difficile finalement de créer des choses qui changent le monde quand tout va bien en fait, tu vois. C'est vrai ce que tu dis, bien sûr. Mais ça te donne pas envie d'aller te dépasser vu que tout est OK. Et c'est quoi qui motive à chaque fois ce qu'on fait, qui nous permet de nous dépasser? C'est l'amour. Oui, clairement. Ouais. Tu vois, et je sais plus qui avait dit ça, mais tout ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans ce monde, c'est l'amour et la passion des hommes qui l'ont fait. Voilà. Et donc ça, c'est une citation que j'adore. Parce que je pense qu'elle représente vraiment oui, et puis monde. qui est très juste en fait. Bon, peut-être qu'on peut finir cette interview sur ces jolis mots. Exactement. Ouais. Donc j'invite tout le monde vraiment à, s'ils ont la chance que le film Témoin, le docu-fiction, passe près de chez eux, allez-y. J'espère que ça va sortir dans le maximum de salles parce que c'est vraiment quelque chose qui va faire du bien. Oui, mais il faut pas hésiter non plus à ce que les gens le réclament auprès de leur salle de cinéma, parce que l'exploitant il est aussi à l'écoute du public. S'il peut, il le fera volontiers. S'il peut pas, voilà. L'avantage avec un documentaire, c'est que c'est pas figé sur une semaine ou deux. C'est qu'on accompagne un film dans la durée 1 an. Moi, j'ai l'intention d'accompagner le film pendant 1 an, par exemple. Donc en fait, il y a les projections et après, il y a vraiment un échange, un débat. Et j'adore les ciné-débats, donc voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Donc il faut pas être frustré, il faut être patient surtout. Voilà. Et pour avoir toute ton actu, est-ce qu'on peut se connecter sur tes réseaux? Réseaux sociaux, oui, je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux. Et puis sur le site témoin au pluriel, -lefilm.com. Ok, super. On remettra tout ça en lien. Merci de nous avoir suivis. Avec grand plaisir pour de nouvelles interviews.